Allez, c'est parti pour une première grande séquence qui va nous aider à parfaitement poser les jalons de toutes les conversations qui suivront ce matin. Elle s'articule autour de la thématique suivante, des stratégies nationales hydrogène aux formations, pour bénéficier des meilleurs éclairages sur le sujet, qui évidemment sous-tend des questionnements bien plus larges, vous le savez bien. Nous n'avions qu'une possibilité. Cette possibilité s'appelle Miko Blujon-Méred. Soyez le bienvenu, cher monsieur. Il est surpris. Faites pas semblant, monsieur. Je vous en prie. On l'applaudit, s'il vous plaît, pour l'encourager. Merci. Bonjour, Miko. Très heureux de vous accueillir une nouvelle fois ici à Metz. Tout va bien ? Toujours souriant, pétillant. Très bien, je suis super content d'être là. Merci de l'invitation, merci à tous, bonjour à tous. Alors vous êtes, cher monsieur, spécialiste de la géopolitique des pôles et de l'hydrogène. Vous enseignez à Sciences Po Paris, HEC, l'École de guerre, l'Université catholique de Lille, l'ILERI aussi. Ah, ça c'est fini, c'est fini, Vous avez fait tout mon CV là. Il faut me donner toutes les infos les plus à jour. Il faut dire que ça va vite avec vous. Alors vous êtes par ailleurs expert évaluateur auprès de la Commission européenne. Vous êtes membre du comité de pilotage, la Task Force hydrogène au sein de MEDEF International et France Hydrogène, ce premier réseau d'affaires privé français à l'international dédié à l'hydrogène que vous connaissez. Vous avez commis plusieurs écrits d'importance. Je retiens notamment Hydrogène, enjeux économiques et géopolitiques. Il nous apprend beaucoup de choses, même s'il date un peu. Les réflexions de fond valent toujours. Vos travaux et réflexions montrent avec beaucoup d'acuité l'incroyable potentiel finalement que revêt l'hydrogène et ses déclinaisons sur les questions, bien sûr, de transformation, comme l'a évoqué Monsieur le Président tout à l'heure. Une vision macro qui vous confère tous les atouts pour analyser avec justesse ce qui se joue au plus près du terrain. Alors, beaucoup d'inconnus encore. On peut parler d'évolution de stratégie nationale, des espoirs qui sont fondés sur l'hydrogène blanc, naturel, qui nous interpelle particulièrement ici en Moselle, vous le savez, ou encore des nombreuses coopérations en cours de structuration autour des autoroutes de l'hydrogène et tant d'autres. Et en filigrane de tous ces sujets se pose aujourd'hui et plus que jamais la question stratégique de l'emploi, des compétences et donc des formations disponibles ou à construire. C'est le sujet de cette journée pour répondre à ces innombrables enjeux. Quelles avancées, quelles articulations, quelle est votre vision ? Cher monsieur, on va vous écouter pour une forme de masterclass. On va aussi dialoguer avec le public. Allez, on est parti pour 45 minutes. Merci. C'est parti. À vous. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir notre animateur qui fait un super job, comme il y a 2 ans, effectivement. Vous êtes adorable. Merci. Faites pas semblant. Et je salue Barbara, que je ne connais pas, mais du coup, maintenant, ça c'est fait. Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs, chacun en vos grades et qualités. Effectivement, je vais essayer de tenir le timing, c'est-à-dire de finir à 10h30 pour laisser notamment nos collègues de France Hydrogène et d'autres vous faire le topo sur, effectivement, l'état des lieux en France. Spécifiquement, je vais m'attacher à vous faire un état des lieux mondial. C'est peut-être un petit peu macro, un petit peu survolant. On ne pourra évidemment pas traiter de tout, mais j'espère que ça vous donnera en tout cas une bonne base pour lancer les travaux et le village de l'hydrogène qui vient derrière. Donc effectivement, voilà, on va y arriver. Quand on parle d'hydrogène, il y a 2 manières d'en parler. Il y a la manière très austère, la manière très industrielle, qui ne séduit pas grand monde, il faut bien le dire, à part peut-être quelques ingénieurs. Il y en a beaucoup dans cette salle, je le sais. Mais fondamentalement, le grand public, c'est pas ça qui arrive à l'attirer vers l'hydrogène. C'est plutôt toute cette imagerie que vous voyez derrière moi, une imagerie d'art politique que certains appellent hope punk ou solar punk. Et ma télécommande ne marche pas très bien, pourtant je vous assure que j'appuie sur le bon bouton. Mais je vais peut-être demander à la régie du coup de passer les slides, ce sera peut-être plus simple. Et fondamentalement, dans cette imagerie-là, qu'on observe beaucoup en Chine, qu'on observe beaucoup au Japon, en Corée du Sud, ou encore parfois effectivement chez nous, il y a cette idée que l'hydrogène participe ou peut participer à cette décarbonation du monde, ou en tout cas à une rénovation de l'imagerie de ce que peut être l'urbanité, de ce que peut être la société, etc. etc. Alors la télécommande ne marche vraiment pas et j'en suis bien navré, donc si vous pouvez passer les slides quand je vous fais un petit signe, c'est top. Vous allez voir, il y en a beaucoup, je vous ai préparé 45 slides. Rassurez-vous, vous allez survivre. Donc fondamentalement, oui, bien sûr, il y a une grosse connexion entre l'hydrogène et l'atmosphère, ou la dynamique de la science-fiction, bien sûr. À chaque fois qu'on parle d'hydrogène, ou 3 fois sur 4, on entend parler de Jules Verne en 1872, dans l'île mystérieuse, qui avait dit... Bref, toute cette dimension-là, elle existe, elle est vraie. Slide suivant. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que, notamment au Japon, dans les années 90, autour de toute ce qui a été appelé la vision hydrogène, à la fois dans l'art, dans par exemple les mangas, ou encore dans les stratégies gouvernementales, puisque la stratégie gouvernementale japonaise de l'hydrogène, la toute première, en 1999, s'appelait la vision hydrogène.
C'était effectivement qu'une vision. Et bien de fait, slide suivant, il y a beaucoup d'intersections qui aujourd'hui se font jour, et des intersections qui peuvent aller très très loin. Celle-là, ça fait beaucoup parler, notamment sur LinkedIn. J'ai publié à l'occasion du 8 mars dernier un article sur la question du pétromasculinisme, de l'écoféminisme et de l'hydrogène dans une revue spécialisée. Et de fait, cette intersection entre questions de genre ou en questions sociales, sociétales et énergie, aujourd'hui, ce sont des pans qui sont enseignés, pas juste à Sciences Po, croyez pas qu'on est juste les gauchistes de service. Ça s'enseigne surtout, en fait, dans des écoles d'ingénieurs, aux États-Unis, au Japon, en Corée, à Singapour. Et effectivement, ce sont souvent les départements de sciences politiques dans ces écoles d'ingénieurs-là qui font ces études intersectionnelles entre les questions, par exemple, de genre, les questions d'urbanité et les questions, par exemple, donc, d'énergie renouvelable et d'hydrogène. Slide suivant. De fait, dans tout ça, effectivement, dans toute cette imagerie, l'hydrogène est très présent. Mais au fond, tout ça, c'est que de l'imagerie. Ça crée notre imaginaire, mais effectivement, ce n'est que de l'imagerie. Si on va dans le concret, aujourd'hui, slide suivant, on a effectivement des éléments dans le monde qui existent, qui ont donné une réalité à cette imagerie-là. Et à la base, c'était beaucoup basé dans les années 2010 sur des nouvelles capacités autour du solaire, autour de l'éolien, parfois autour de la géothermie. Et petit à petit, comme ce que vous voyez là, slide suivant, effectivement, à Singapour, là ce que vous voyez, c'est l'aéroport de Singapour, l'intérieur de l'aéroport de Singapour, pour ceux qui y sont peut-être déjà allés. L'idée, c'est de faire des vitrines à la fois technologiques, mais qui attirent et qui font passer de l'image à la réalité. C'est possible là, c'est possible. Et donc, de fait, à Singapour, slide suivant, vous allez retrouver ça aussi à Gardens by the Bay. Ah oui, bah là, c'est fini. Là, c'est fini. Slide suivant, effectivement. À Gardens by the Bay, pour ceux qui y sont allés, on a ici ce qu'on appelle une architecture solarpunk. Donc solarpunk, si vous n'êtes pas familier de ces mouvements-là, c'est des mouvements d'art politique, effectivement, qui ont émergé dans les années 2000 autour des renouvelables, autour des maglev, donc des trains à sustentation magnétique, de l'hydrogène, etc. Donc ça nous fait un cadre. Slide suivant, si vous le voulez bien. Plutôt si la machine le veut bien. Et donc aujourd'hui, un territoire comme Singapour est particulièrement intéressant. Ce que vous voyez ici, c'est toujours Singapour. Ce que vous voyez ici, il y a le musée bioclimatique à gauche, vous voyez Gardens by the Bay un petit peu au centre à droite, vous voyez derrière évidemment le détroit de Malacca avec tous ces navires qui effectivement constituent le premier détroit au monde, Singapour étant le deuxième port du monde. Et aujourd'hui Singapour, que ce soit sur le volet maritime, que ce soit sur le volet technologie, que ce soit sur le volet bunkering, que ce soit sur le volet carburant ou encore sur le volet aérien, Singapour est un des leaders au monde en termes d'objectifs de décarbonation par l'hydrogène. Donc l'idée, c'est avec l'hydrogène, quand on regarde les stratégies singapouriennes, coréennes, japonaises, et puis on va aller un petit peu plus loin dans le monde, bien sûr, on ne va pas rester qu'en Asie, ça va être de donner une réalité à cette imagerie, cet imaginaire qui existe depuis longtemps. Slide suivant. Le sujet qu'on a, c'est que quand on regarde la question de l'hydrogène, on a un petit risque, quand on n'est que dans la dimension un peu austère et ingénierie de l'hydrogène, où c'est valable aussi pour les avocats et les régulateurs, la tentation, c'est de regarder que la décarbonation, la décarbonation, la décarbonation. Sauf que si on regarde la décarbonation comme un tunnel, et qu'on ne regarde que ça, et qu'il n'y a que ça qui est l'objectif, finalement, de ce passage à l'hydrogène, on rate tellement de choses, d'une part, tellement d'externalités positives, mais aussi, on peut rater un certain nombre d'externalités négatives. Si vous allez par exemple au Maroc ou en Arabie Saoudite, il y a de très beaux projets hydrogène. On parle de 8,5 gigawatts en Arabie Saoudite, le projet NEOM que vous connaissez peut-être. On parle de 8 gigawatts à Dakhla, dans le sud du Maroc. Un autre projet de 10 gigawatts, toujours dans le sud du Maroc. Un autre projet 40 gigawatts en Mauritanie. Bref, on rivalise évidemment de chiffres jusqu'à ce que ça ne veuille plus dire grand-chose. En tout cas, on manque de réalité. Et à chaque fois, l'enjeu, c'est la décarbonation, la décarbonation, la décarbonation. On parle peu de l'impact que ça peut avoir sur les stress hydriques, on parle peu de l'impact que ça peut avoir sur les communautés locales, on parle peu de l'impact des fuites d'hydrogène. Si mal gérées, ces fuites d'hydrogène peuvent être des gaz à effet de serre indirects. Là-dessus, on a eu de très belles études faites en 2022 et 2023, notamment celle de 2023 du CNRS, Cocorico, qui montre très bien qu'en fait, dans un monde où on a une économie de l'hydrogène supérieure à 300 millions de tonnes, aujourd'hui, on est à
En 2022, on est à combien ? 93, un tout petit peu plus, 95 millions de tonnes en 2022. Et effectivement, les projections, la littérature nous emmène vers 150 millions de tonnes aux alentours des années 2040-2050. Et les plus optimistes parlent effectivement de 300 millions de tonnes. Or, ce que cette étude du CNRS, par exemple, donc, a montré, c'est qu'avec 1% de fuite d'hydrogène dans une économie à 300 millions de tonnes, tous les bénéfices pour le climat et la décarbonation d'une économie de l'hydrogène sont annulés, avec 1% de fuite. Donc ces enjeux-là, si vous voulez, ils permettent aussi de donner une réalité à notre sujet et de bien montrer que ce n'est pas qu'une question d'émissions de CO2 ici. Et ça, on essaye de l'enseigner dans les universités, alors à Sciences Po bien sûr, à HEC aussi, dans d'autres écoles, naturellement, à l'Université de Lorraine et ailleurs, à Belfort, pour ne pas citer d'autres gens hors de la région Grand Est. Mais aujourd'hui, le sujet qu'on a, c'est que fondamentalement, il n'existe pas dans le monde d'université dédiée à l'hydrogène. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'école dédiée à l'hydrogène au niveau supérieur. Donc, dans le cadre de la stratégie française de l'hydrogène de 2020, qui est en train d'être renouvelée, comme vous le savez, même s'il y a un petit retard sur lequel on ne reviendra pas, eh bien, fondamentalement, l'idée de créer une école nationale de l'hydrogène en France, et du coup la concurrence entre les régions qui du coup émergent, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, j'en passe et des meilleurs, de fait, ça créerait une première mondiale. Et c'est pas rien. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, une comparaison avec plus généralement le secteur des renouvelables, des énergies renouvelables. Aujourd'hui, dans le monde, donc en 2019, l'étude a été publiée il y a quelques semaines, mais c'est sur la base des chiffres de 2019, il y avait 2 universités et écoles dans le monde qui font licence, master, doctorat, dédiés uniquement aux énergies renouvelables, au métier des énergies renouvelables. 2. Et les énergies renouvelables, elles n'existent pas depuis seulement 5 ans. Pour vous donner encore un ordre d'idée, dans le monde aujourd'hui, en 2019, il y avait 33 écoles et universités dédiées aux énergies fossiles. Et pour vous donner la dynamique, il y en avait 11 en 1999, 33 en 2019, là où pour les énergies renouvelables, il y en avait 0 en 1999 et seulement 2 en 2019. Donc créer un écosystème intégré qui parle de tous les métiers de l'hydrogène, ça ne va pas être facile, mais si on peut le faire, c'est une vraie première mondiale qui pose non seulement la France, mais le sujet de l'hydrogène tout simplement sur la carte des formations mondiales. Aujourd'hui, toujours pour vous donner un ordre de grandeur, on a 546 universités dans le monde qui proposent des diplômes en lien avec les énergies fossiles. 1372 diplômes, au niveau master ou doctorat, sont dédiés aux énergies fossiles. On n'en a que 653 dédiés aux énergies renouvelables. Et à l'hydrogène, on est à moins de 50. Là, je parle des niveaux master et doctorat. Donc, de fait, on part de loin. Mais, slide suivant, évidemment, tout ça, ça peut s'expliquer. Ce que vous voyez ici, c'est donc la structuration du marché de l'hydrogène dans le monde. On est donc en 2022 à 0,1% de la production mondiale d'hydrogène faite à partir d'électricité. Et là, je ne fais même pas de distinction entre les différents types d'électricité. Je ne suis pas en train de dire que c'est de l'hydrogène fait avec un électrolyseur, avec des électrons qui viennent d'énergie renouvelable. Là, on prend même en compte les électrolyseurs qui sont juste branchés sur le réseau, par exemple en Chine ou en Allemagne, et qui sont avec une électricité très carbonée. Mais 0,1% de toute cet hydrogène électrolytique. Ça fait peu. De fait, slide suivant, notre enjeu maintenant, c'est d'essayer effectivement de passer à l'échelle sur, pas l'hydrogène. L'hydrogène n'est pas nouveau, évidemment, vous le savez toutes et tous. Par contre, ce qui est nouveau, c'est évidemment cet hydrogène électrolytique ou bas carbone. Et ce qui est assez rassurant, c'est que contrairement à 2020, ou encore en 2020, les projets d'énergie pour l'hydrogène étaient basés sur des énergies fossiles, les nouveaux projets aujourd'hui hydrogène sont majoritairement, c'est ce que vous voyez à gauche du slide ici, basés sur de l'électrolyse. Entre 2020 et 2023, tout a changé du tout au tout. Ça, c'est effectivement encourageant, donc c'est ce que vous voyez à gauche. Mais ce que vous voyez aussi à gauche, donc,
c'est que la partie orangée, donc toute en bas de l'histogramme, est toute petite. On parle à peine d'1,5 million de tonnes d'hydrogène à l'échelle mondiale. Là, vous avez donc les projets livrables en 2030, ou annoncés comme livrables en 2030. Je vous rappelle qu'en 2030, l'objectif de l'Union européenne, c'est 20 millions de tonnes. Pour l'instant, à l'échelle mondiale, on a, en orangé ici, seulement 1,5 million de tonnes qui sont financées, qui ont atteint la décision finale d'investissement. En jaune au-dessus, ce sont les projets annoncés, mais ce sont des projets qui ne sont qu'au stade de l'étude de faisabilité. C'est bien, au moins il y a une étude de faisabilité. Premier step passé. Et en pointillé rouge, vous avez tous les projets qui ne sont même pas encore au stade de la faisabilité, mais qui ont été annoncés. Et là, vous avez tous les MOU et les lettres d'intention et tout ça, à l'échelle mondiale, qui font dire à certains de mes collègues que l'hydrogène n'est pas une industrie, mais une industrie des MOU. Ce qui n'est pas complètement faux. En tout cas, nos amis les juristes, eux, c'est un business qu'ils savent très bien développer. Maintenant, si vous regardez le petit diamant, losange, violet, tout en haut de l'histogramme, autour de 50 millions de tonnes, là, tout là-haut. Ça, c'est l'objectif qu'ont civilisationnellement, à l'échelle mondiale, qu'on devrait atteindre dans le cadre du scénario net zéro de l'Agence internationale de l'énergie à horizon 2050. Donc je reformule. Si on voulait arriver à la neutralité carbone mondiale en 2050, selon les scénarios qui, pour certains, sont assez conservateurs de l'Agence internationale de l'énergie, il nous faudrait, en 2030, être sur une trajectoire avec plus de 50 millions de tonnes d'hydrogène livrables dans le monde. Comme vous le voyez, on est très loin des objectifs climat. Donc c'est bien, on parle d'hydrogène, slide suivant, et on est content de parler d'hydrogène, mais de fait, on a des concurrences. Ça, c'est évident. D'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique, d'un point de vue géopolitique, c'est évident. Et ces concurrences nous amènent, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, après une période d'euphorie entre 2020 et 2022, à tout simplement voir, dans le monde entier, c'est pas qu'en France, des reculs sur cette question de l'hydrogène. Recul de pénétration dans l'espace public, recul de livraison de nouvelles réglementations ou de nouvelles normes de la part du politique pour accélérer, du législateur, du régulateur, pour accélérer le développement de la filière. Recul des investissements dans la filière également. Abandon même de certains MOU. Bon, ça, on s'y attendait. C'est que des MOU. Et surtout, une compétition exacerbée d'un point de vue politique et en termes de narratif, hydrogène versus batterie. Et là, le problème, c'est quand on regarde simplement les choses, juste brutalement, la batterie, le problème qu'on a avec elle, ou les solutions de batterie en règle générale, le problème qu'on a avec elles, au pluriel, c'est tout simplement qu'elles ne tiennent pas le test du paradoxe de Jevons à horizon de la fin du siècle. Le test du paradoxe de Jevons, qu'est-ce que c'est? Ou dilemme de l'efficience accrue, c'est tout simplement une question posée au milieu du 19e siècle par William Jevons, donc économiste anglais, qui nous pose la question: comment je fais pour gérer l'accélération de la demande de la ressource, donc l'exploitation des ressources naturelles, à partir du moment où le développement des sociétés induit une augmentation et une accélération de cette demande de la ressource. En gros, comment on gère un monde sans fin? Ça vous rappellera pour certains une certaine BD qui est sortie en France en 2022 qui traite du sujet. Slide suivant. Eh bien, ce qu'on sait, c'est qu'à ce stade, très clairement, si on regarde d'un point de vue économique la situation de la batterie, et c'est important parce que c'est ce qui va déterminer beaucoup d'investissements, bien sûr, et ça va peut-être même être des investissements qui, au départ, étaient prévus dans l'hydrogène et qui vont être bifurqués, repoussés, réfléchis vers des solutions batterie. Eh bien, fondamentalement, d'un point de vue économique, il y a un gain de productivité marginal avec l'augmentation de la demande des ressources. Ça, je ne vous apprends rien. Economics 101, comme dirait Bill Clinton. Maintenant, c'est très ringard de citer Bill Clinton, je sais. Maintenant, d'un point de vue écologique, et là, je ne pourrais pas citer le président américain actuel parce que du coup, voilà. D'un point de vue écologique, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, tous les gains ou les économies qui étaient initialement prévues, économie de temps, économie d'argent, économie d'échelle, économie de ressources, tout ce que vous voulez, se retrouvent compensés intégralement par l'accélération de la demande de la ressource. Et c'est là,
d'un point de vue théorique, j'en conviens, c'est très théorique, je vous avais prévenu. Hein. Pour commencer, on fait très théorique. Qu'on touche en fait le sujet clé du débat hydrogène versus les autres solutions de décarbonation, notamment les solutions batterie. Slide suivant. Parce que moi, je vais avoir la chance, si tout va bien, Leslie, on en a parlé, voilà. Si tout va bien, j'ai la chance d'être primo-parent dans quelques mois. Et du coup, primo-parent, ça veut dire être papa pour la première fois. C'est du langage Sciences Po, pardonnez-moi. Et du coup, être primo-parent pour la première fois, donc, dans quelques mois, on a fait un calcul avec quelques copains. On s'est dit que du coup, mon enfant aurait un doctorat en 2050, au moment où on est censé être neutre en carbone. Oui, on met des objectifs tout de suite. Et puis surtout, sur la base de l'espérance de vie moyenne en France, qui est de 82 ans aujourd'hui, cet enfant devrait au moins vivre, Inch'Allah, comme on dit à Mayotte, jusqu'en 2106. Ça nous emmène très loin, peut-être même trop loin pour beaucoup de décideurs, j'en conviens. Maintenant, cette réalité-là, qui sera la sienne, on peut ici en parler avec les éléments sur ce slide-là. La dimension d'effet rebond ou le dilemme de l'efficience accrue dans un monde métallo-intensif par rapport à un monde moléculo-intensif, donc métaux d'un côté, hydrogène ou molécules dérivées de l'autre, eh bien de fait, c'est ça. Là, ce que vous voyez ici, c'est les besoins induits dans le monde en termes de demande de ressources minières par type de métaux sur la période 2019-2030 pour accompagner le développement attendu du véhicule électrique. Et là, on ne parle que du véhicule électrique. On ne parle même pas des autres éléments de décarbonation, par exemple le développement du numérique et que sais-je d'autre de ce genre-là. Ce monde-là n'est évidemment pas soutenable, slide suivant, s'il n'y a pas de capacité de recyclage important. De fait, pour ce qui est du lithium ou des terres rares, le recyclage est quasi impossible ou mal fait ou pas économiquement viable. On parle de moins d'1% à l'échelle mondiale aujourd'hui de recyclage pour ces métaux-là. Alors pourquoi je vous parle de tout ça ? Tout simplement pour vous dire que vous avez deux choix quand on parle d'hydrogène. Slide suivant, s'il vous plaît. C'est soit de dire, OK, on est dans une situation aujourd'hui, en 2024, où la situation de l'hydrogène, d'un point de vue statique, c'est ça. On a 0,1% d'hydrogène électrolytique dans le monde. Bref, c'est même pas une industrie. Ça va bourgeonner dans peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bref, investissons dans autre chose. Moi, ce que je vous propose de regarder, c'est évidemment sur du temps long, sur du temps sociétal, civilisationnel, comme diraient les Chinois, les Coréens, les Japonais. C'est de se positionner à très long terme et effectivement de comprendre qu'autour de ces molécules dont on se parle ici, et dont l'hydrogène est à la base desquelles, eh bien, tout simplement, on a ici un facteur de soutenabilité qui dépasse le stade de une génération ou 2 générations. C'est ça, le sujet de l'hydrogène. C'est est-ce qu'on peut se placer et investir, réguler, à l'horizon de au moins 2 générations en avant. A priori, en France, en 1945, on a su le faire pour les retraites. Il n'y a pas de raison qu'en 2024, on ne sache pas le faire pour un monde ou une économie basée sur des molécules. Je pose ça là, on ne fait pas de politique. Mais donc, quand on regarde ça, et ces chiffres-là qui viennent de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables, qui nous disent, voilà, dans un monde avec le scénario neutralité carbone 2050 qu'on a évoqué tout à l'heure, il faudrait qu'il y ait quelque chose comme une dizaine de % de pénétration de l'hydrogène dans l'économie à horizon 2050 pour être donc dans ce scénario net zéro, qui nous emmène vers les scénarios de l'accord de Paris sur le climat, hein, c'est ça l'idée. La littérature aujourd'hui dit, grosso modo, on espère, on attend qu'il y ait un développement de l'économie de l'hydrogène à telle enseigne que l'hydrogène représente entre 5 et 25% de la demande énergétique mondiale à horizon 2050. Donc l'IRENA a pris une mesure moyenne, 5,25, on coupe la poire en deux, allez 12%. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui sur l'état actuel de nos technologies pour avoir 12% d'hydrogène dans l'économie en 2050 ? Eh bien ça nous donne ceci, c'est-à-dire un doublement de la demande mondiale d'électricité, en faisant en sorte que cette nouvelle électricité, donc qui aura été doublée, soit entièrement dédiée à l'hydrogène. On parle d'augmenter les capacités d'électrolyse, bien sûr, en passant de 300 MW dans le monde en 2021 à 5000 gigawatts en 2050.
Et puis évidemment, ça c'est sur la base d'un scénario où on n'a que 2/3 d'hydrogène électrolytique pour encore 1/3 d'hydrogène à partir d'énergie fossile. Slide suivant. Messieurs et mesdames les chefs d'entreprise, régulateurs et tous qui êtes là ici, y compris les lycéens. Alors, est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que la montagne est trop élevée? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une opportunité business faramineuse, absolument gigantesque, historique, civilisationnelle, appelez ça comme vous voulez? Eh bien, la réponse à cette question va déterminer dans quel camp vous vous placez aujourd'hui dans les stratégies mondiales hydrogène. Slide suivant. Alors, slide d'avant, si vous voulez bien. Là, ça va trop vite du coup. Ce que vous voyez ici, c'est la réalité aujourd'hui des investissements dans le monde, des investissements cette fois-ci en argent public et en environnement pour les énergies fossiles versus les ENR. Là, ce que vous voyez, donc, c'est une étude qui a été publiée par le FMI, encore une fois, ce n'est pas des dangereux gauchistes. Le FMI, le Fonds monétaire international à Washington DC, publie cette étude donc, à la fin 2023 en disant, voilà, aujourd'hui en 2022, on a 1500 milliards de dollars d'argent public qui a été dédié, fléché vers des subventions aux énergies fossiles. 1500 milliards. Si on prend en compte toutes les subventions indirectes, c'est-à-dire tous les services rendus à l'économie par l'environnement qui vont être abîmés par les conséquences de cette utilisation des énergies fossiles, vous me suivez toujours? Là, on doit ajouter quelque chose comme aux alentours de 5000 milliards de dollars de subventions indirectes donc permises par l'environnement. Au total, on a, si on prend les subventions directes et indirectes, donc de l'argent public mondial plus de l'environnement mondial, 7000 milliards de dollars de subventions aux énergies fossiles. Dans le même temps, les subventions consenties dans l'ensemble des stratégies hydrogènes dans le monde à horizon 2030, donc ce n'est pas par an, contrairement à ici, mais dans le monde à horizon 2030, c'est à peine 400 milliards de dollars. Ici, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'investisseurs se demandent, mais du coup, l'hydrogène, est-ce qu'on peut investir dedans? Slide suivant. Ils vont se dire, mais l'hydrogène, c'est cher. Et c'est vrai. Slide suivant. L'hydrogène, c'est cher. Surtout quand vous regardez l'hydrogène par rapport à d'autres énergies et que vous ne regardez pas, justement, le coût à venir des taxations carbone, que vous avez ici en brun sur le slide, et le coût des externalités négatives de long terme, donc ces subventions indirectes permises par l'environnement que j'évoquais à l'instant, ici en rouge. Une fois qu'on prend en compte, d'un point de vue théorique, c'est une estimation purement théorique, un peu grossière même, j'en conviens, ces éléments-là, de fait, l'hydrogène n'est plus cher. L'hydrogène est tout à fait compétitif avec les énergies fossiles et avec également les batteries. Slide suivant. Si j'ajoute du coup à cette dimension de premium vert, slide suivant encore, une dimension des coûts géopolitiques cachés, qui là pour le coup vont être les coûts de dépendance, par exemple à la Russie, par exemple à l'Arabie Saoudite, par exemple à la Chine, pour ce qui est des métaux rares pour les batteries, par exemple. Eh bien là aussi de la même manière, l'hydrogène permettant une atomisation, sans mauvais jeu de mots, de l'énergie dans le monde, donc c'est-à-dire une démocratisation de l'accès à l'énergie dans le monde et de la production d'énergie bas carbone dans le monde, eh bien de fait, les coûts géopolitiques cachés de l'hydrogène, si vous n'êtes pas un pays qui comptait importer 70% de votre hydrogène depuis ailleurs, hashtag l'Allemagne, il y a des amis allemands dans la salle? Vous voyez de quoi je parle? Eh oui. Donc, sauf si vous avez ce niveau de dépendance sur l'étranger, et encore, en réalité, je blague, parce qu'on peut effectivement, avec les 42 pays avec lesquels l'Allemagne a signé des partenariats bilatéraux ou même des formations bilatérales pour développer l'hydrogène dans ces pays, il y a une diversification des apports qui est telle qu'avec l'hydrogène, même en dépendant des imports, l'Allemagne ne sera jamais dans une situation de dépendance similaire à celle du gaz russe ou du gaz algérien ou qatari, par exemple. Mais fermons cette parenthèse. De fait, ces coûts géopolitiques cachés, slide suivant, permettent là pour le coup de comprendre à quel point effectivement, au-delà de la dimension civilisationnelle, au-delà de la dimension ressources, au-delà de la dimension sociétale, pollution, etc., même d'un point de vue financier, et je vous dis ça en tant que coordinateur de la Task Force Hydrogène du MEDEF international, encore une fois, pas un repère de dangereux gauchistes là non plus, eh bien de fait, on parle le même langage, là pour le coup d'un point de vue business.
messieurs et dames. Slide suivant. Donc, aujourd'hui, voici la carte mondiale des projets hydrogène électrolytique et biomasse. Et par biomasse, ici, j'entends des projets qui produiraient de l'hydrogène à partir de déchets organiques. Donc, c'est-à-dire, tout simplement, là, on fait ni plus ni moins que d'une pierre deux coups, de l'énergie et la réforme, ou en tout cas la refonte ou la création, dans beaucoup de pays, de systèmes de gestion de déchets, tout simplement. Bien, de fait, vous voyez que l'Europe n'a absolument pas à rougir sur la carte mondiale des projets hydrogène. Et le corollaire de ça, donc, c'est qu'il est tout à fait normal que nous soyons du coup leaders également sur les dimensions de formation, parce que s'il n'y a pas de formation, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ces projets annoncés ne se livreront pas. Slide suivant. Aujourd'hui, on a un type d'acteur qui facilite tout ce développement d'un point de vue marché, qui permet aux investisseurs dans le secteur de l'hydrogène et aux porteurs de projets dans le secteur de l'hydrogène de pouvoir tout simplement dérisquer sur une base de marché, hors subvention, là je ne parle même pas de subvention, sur une base de marché, dérisquer leurs projets. Ce que vous voyez donc ici à droite, c'est que à ce stade dans le monde, donc c'est-à-dire là à fin 2022, étude publiée en 2023, on avait 6% des projets annoncés en 2030 d'hydrogène bas carbone dans le monde qui ont atteint ce stade de la décision finale d'investissement et qui sont, pour certains, opérants. 6%, c'est peu. Et ces 6%-là, c'est ce que vous voyez donc tout à droite, leur business model est basé sur quelques secteurs de l'économie qui ont tout intérêt effectivement à passer à l'hydrogène. Alors je suis sûr qu'en Lorraine, le secteur de l'acier, ça parle. Le secteur de la chimie, ça parle peut-être plus à Lyon qu'ici, mais quand même. Et de fait, ce que vous voyez donc à droite, c'est qu'aujourd'hui, plus de 50% de l'off-take de ces projets hydrogène à horizon 2030 dans le monde, c'est de l'off-take par le secteur de la chimie. Essentiellement pour de l'ammoniac, pour du méthanol de synthèse, pour des carburants de synthèse, mais c'est le secteur de la chimie. Et ce n'est pas pour rien qu'en France, le premier appel d'offres sur l'hydrogène qui est sorti, c'est un appel d'offres massif donc de 500 000 tonnes d'hydrogène par an, sorti par Total Energy, dans le but de justement pouvoir utiliser cet hydrogène dans ses raffineries et dans sa pétrochimie. Ça n'a rien de surprenant. C'est la même chose partout dans le monde. C'est aujourd'hui ce secteur-là qui en fait soutient le développement de l'hydrogène. Slide suivant. Donc le monde de l'hydrogène aujourd'hui est très différent par rapport à celui de l'avant-Covid. Là, ce que vous voyez, c'est une carte des stratégies, je vous l'avais présentée il y a 2 ans, une carte des stratégies hydrogène dans le monde en 2019, fin 2019. En vert, vous avez les pays qui ont des stratégies hydrogène. En bleu ciel, ceux qui travaillaient à une stratégie hydrogène. Et en bleu foncé, des pays qui n'avaient pas de stratégie hydrogène nationale d'État, mais qui avaient des stratégies nationales qui avaient été montées par la filière, le secteur industriel. Donc typiquement des équivalents de France Hydrogène ou du MEDEF ou de France Industrie. Et donc fondamentalement, ce que vous voyez sur cette carte-là, c'est que il y a des pays qui sont sur la carte, mais qui, pour des raisons politiques, finalement n'ont jamais appliqué leur stratégie. La Malaisie a publié une stratégie dès 2006, ils ne l'ont jamais appliquée. Changement de gouvernement 1 mois après la publication de la stratégie, exit. Le Brésil, jamais appliqué. L'Argentine, jamais appliqué. Les États-Unis, c'est George Bush qui l'avait développé, George Bush Jr., 2003, 2006. Barack Obama a dit « on a les gaz de schiste, au revoir l'hydrogène ». Comme quoi, parfois, républicains, démocrates. Bref. En France, la France est en vert grâce au plan Hulot de 100 millions d'euros de 2018. Bon, ok, je suis un peu chauvin. Faut pas m'en vouloir, ça permet de nous mettre en vert quand les Allemands sont encore qu'en bleu. Mais les Espagnols aussi, du reste. Mais de fait, 100 millions d'euros, il n'y avait pas vraiment de quoi pavoiser. Slide suivant. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. La carte que vous voyez là, je l'ai actualisée au 29 février dernier. Je ne ferai pas mieux. Et de fait, on a 83 pays dans le monde aujourd'hui qui ont une stratégie hydrogène, en vert sur la carte. Et vous en avez à peu près une trentaine qui développent une nouvelle stratégie. Vous avez peut-être vu à la COP28, à Dubaï, l'accord international qui a été signé sur les reconnaissances mutuelles de certification hydrogène. On a 38 pays qui ont signé cet accord-là. Ça va a priori ne faire que monter. Et de fait, vous avez peut-être vu aussi que l'ISO, donc l'Organisation internationale des standards, de standardisation, a publié un standard hydrogène à cette occasion. Petit à petit, le droit souple est en train aussi d'émerger, ça facilite les investissements.
Donc de fait, c'est 121 pays qui, d'une manière ou d'une autre, ont une stratégie hydrogène, sont en train d'en réfléchir à une, ont signé l'accord de la COP28 ou que sais-je d'autre. Bref, les 121 pays que vous voyez là, ils représentent aujourd'hui une masse considérable de 91% de la population mondiale, 98% du PIB mondial, 94% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Fondamentalement, l'hydrogène, c'est parti pour rester. Slide suivant. Donc, notre sujet maintenant, et il me reste 5 minutes, donc je vais arriver à la conclusion, c'est qu'on a eu, pendant la période 2020-2023, un déséquilibre majeur, dans le sens où la plupart de ces stratégies que vous avez vues derrière moi mettaient l'accent sur la production, faciliter la production d'hydrogène. Donc, faciliter, en gros, l'émergence de poulaillers avec plein de petites poules qui pourraient faire des œufs, les œufs étant l'hydrogène, la poule, vous voyez l'idée. Et donc, fondamentalement, ici, ce qu'on observe depuis 2023 avec la stratégie renouvelée allemande, la stratégie renouvelée japonaise, la stratégie renouvelée coréenne, j'en passe et des meilleurs, et qu'on verra aussi avec la stratégie renouvelée française, c'est un rééquilibrage entre politique de soutien à la production et maintenant politique de soutien à la consommation de cet hydrogène. Si vous n'avez pas de consommateurs, il n'y a pas effectivement d'industrie. Slide suivant. Et dans ce cadre-là, le débat politique sur ces différentes stratégies aujourd'hui se situe sur cette ligne de crête. Soit vous êtes pour un hydrogène Champagne, soit vous êtes pour un hydrogène, c'est la région Grand Est, Champagne, ça va ? Ok. Soit vous êtes pour un hydrogène couteau suisse. Ça, c'est pas Grand Est. Et donc, fondamentalement, l'idée de ces concepts hydrogène Champagne ou hydrogène couteau suisse, c'est de dire, bon, comme on a quand même une majorité des décideurs qui considèrent encore que l'hydrogène est cher parce qu'ils ne regardent ça qu'à partir de cette question du premium vert et pas du tout en prenant toutes les externalités qu'on évoquait tout à l'heure et les subventions indirectes, eh bien, ok, dans ce cas-là, utilisons cet hydrogène cher en le fléchant vers là où on en a le plus besoin, c'est-à-dire les secteurs qu'on ne peut pas électrifier facilement. Beaucoup d'autres pays vont faire le couteau suisse. C'est-à-dire, on met de l'hydrogène partout et on verra bien ce qu'il prend. La stratégie couteau suisse, ce sont en fait les stratégies qu'on observe dans le monde depuis déjà 5 ans, 10 ans pour les pays les plus avancés. On sait que ça ne marche pas. De fait, en Suisse, c'est un de leurs sujets. Ils sont en train de finaliser leur stratégie hydrogène en ce moment. Il est possible qu'ils fassent le couteau suisse. Ils ne devraient pas. Passons. Slide suivant. Donc le sujet qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, le secteur privé attendait le politique pour dérisquer un certain nombre de projets, en attendant que les acheteurs, comme le secteur de la chimie, croient enfin à ce modèle d'affaires. Maintenant, on a quelques acteurs, on l'a vu, chimie, acier, etc., qui croient à ce modèle d'affaires. Ça, c'est parti, c'est en train de monter. Sur le reste, on attend encore les investissements, notamment dans la mobilité. Et donc, fondamentalement, le sujet, Bruno Le Maire vous l'a déjà dit 15 fois depuis le début d'année, c'est pas faute de le répéter, il n'y a plus d'argent, on n'a plus d'argent, et on n'a plus de patience non plus. Slide suivant. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en passant par la norme au niveau européen, au niveau français, au niveau allemand, au niveau espagnol, ce que vous voulez, mais aussi au Chili, en Namibie, en Colombie, c'est pas que chez nous, on force l'industrie à passer à l'échelle par la norme. Typiquement, la norme AFIR, avec le développement des stations de recharge hydrogène à travers l'Europe, s'il n'y avait pas eu cette norme-là, il n'y aurait pas eu le développement de la joint venture Air Liquide Total, qui s'appelle TIL, pour pouvoir développer 100 stations de recharge hydrogène sur la région Benelux plus nord-est français et Allemagne. Slide suivant. Vous avez peut-être vu RED 3, donc c'est-à-dire la 3e directive énergie renouvelable au niveau Union européenne. Les objectifs qui ont été fixés sont clairs et ils fixent du coup un point de bascule de l'hydrogène à horizon 2030 de l'ordre de 4 millions de tonnes par an. Avec, comme vous le voyez ici, un taux de pénétration de 42% de l'hydrogène dans l'industrie en 2030, 60% en 2035, histoire de créer cette trajectoire. Beaucoup disent que c'est irréalisable. Ce que la Commission européenne dit, et si Ursula von der Leyen et le PPE gagnent effectivement les élections européennes du mois de juin, ce qu'ils vont continuer à dire, c'est dire, non mais en fait, c'est pas un choix, il faut le faire. Et on vous dit qu'il faut le faire. C'est ce qui s'appelle flécher l'économie, orienter l'économie, planifier l'économie, appelez ça comme vous voulez. Donc de fait, vous le voyez, les cibles liées aux carburants, aux biocarburants avancés, au RFNBO, les cibles liées à l'aviation, les cibles liées évidemment au maritime, toutes ces cibles-là, et dans le maritime, il faut compter le fluvial bien sûr, toutes ces cibles-là sont quand même assez claires et donc créent un environnement donc, de bascule de 4 millions de tonnes. Slide suivant, par an.
pour arriver à ça et s'assurer qu'il y a un minimum de greenwashing, parce qu'il y aura toujours des petits malins qui greenwasheront, donc qui éco-blanchiront en bon français, eh bien fondamentalement, les normes européennes sont aujourd'hui les plus drastiques au monde. On pensait que les Américains allaient prendre le contre-pied avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act de 2022, et on pensait qu'ils allaient mettre en œuvre des régulations beaucoup plus dérégulées, justement. Ce qu'on observe, c'est que le Department of Energy, le ministère de l'Énergie américain, a décidé d'aller même encore un peu plus loin. C'est peut-être qu'on n'est pas dans la mauvaise direction. Les Coréens font pareil, les Omanais font pareil, les Marocains font pareil, les Algériens qui viennent de publier leur stratégie se sont alignés là aussi sur les normes européennes, les Taïwanais, j'en passe et des meilleurs, et tout ça, ça impacte pléthore de secteurs dans le cadre de CBAM ou du MACF en bon français, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Ça va effectivement inciter à une décarbonation, pas juste des industries européennes, mais aussi de tous les industriels hors Europe qui veulent exporter de leur point de vue chez nous. Typiquement, quand j'étais à Taïwan au mois de novembre, la question du gouvernement taïwanais, c'était est-ce que vous pouvez nous aider à adapter notre stratégie hydrogène du mois de mars 2023 ? Parce que en novembre 2023, on a vu CBAM, on a vu RED 2, on a vu RED 3, on a vu l'hydrogène. On a bien compris qu'on ne serait plus dans les normes, on ne serait plus dans les clous européens pour vous exporter nos semi-conducteurs. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Oui, bien sûr. Naturellement. Slide suivant. Et rassurez-vous, on a presque fini. On parle aussi beaucoup en termes de concurrence de la capture de carbone. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus par manque de temps, mais de fait, ce que vous voyez sur ce graphe-là, 98% de CR, 99% de CR, 93% ou 60% CR tout en haut à droite, c'est le taux de rétention de carbone dans une usine de séquestration de carbone. De fait, ici, vous n'avez qu'un taux de rétention de carbone de 98% qui permettrait à une usine moyenne produisant de l'hydrogène à partir de charbon ou 93% à partir de gaz naturel, de pouvoir être dans les clous des nouvelles normes européennes. Et aujourd'hui, des industriels capables de faire de la capture de carbone avec un taux de rétention de 98-93%, mer liquide ne sait pas faire. Ils sont à 90%, c'est bien, mais c'est pas assez. Slide suivant. Donc derrière tous ces développements, vous pouvez bien le comprendre ici, une bataille pour les formations, une bataille pour la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les TRL 1 à 3, bien sûr, les TRL maintenant 7, 6, 5 pour les passer à l'échelle. Et ce que vous voyez, c'est qu'en Europe, là aussi, nous n'avons absolument pas à rougir, sauf peut-être sur le secteur des piles à combustible, où historiquement, c'est le secteur des Japonais depuis les années 90. Et là, ils sont effectivement en avance, les Coréens aussi. Slide suivant. Donc cette recherche est importante, mais sans la formation, il n'y a pas de livraison de projet. Et c'est ça que pays après pays où j'ai la chance de pouvoir aller parler d'histoire d'hydrogène, je dis le même message. Aujourd'hui, il n'y a guère que moins de 10 pays dans le monde, dont la France fait partie, qui, dans leur stratégie hydrogène, ont mis en œuvre des programmes de formation et de création d'emplois qui sont chiffrés et qui, effectivement, mettent de l'argent pour livrer au moins le début de cette filière recherche, formation, emploi. Créer cette dynamique-là. Au Chili, par exemple, ils disent oui, on va avoir 8% de la production hydrogène mondiale en 2030, sauf qu'il n'y a aucun plan de formation. Donc, de fait, au Chili, à ce stade, ils n'obtiendront pas leur stratégie, ils n'obtiendront pas leurs résultats. Et slide suivant, au-delà de la formation dont on va reparler avec Inès et avec tout le monde, effectivement, dans quelques instants, il y a la sensibilisation auprès du grand public. Donc, ce que je vous présente là, c'est un truc, effectivement, qu'on a essayé de développer avec un certain nombre de collègues, y compris au MEDEF International, y compris avec ADECO, et y compris, du coup, par extension, avec le projet DEFI, même si ce n'était pas dans le projet DEFI. ADECO fait une fresque de l'hydrogène de son côté, et moi, j'ai développé la mosaïque hydrogène. Donc, la mosaïque hydrogène, évidemment, petit jeu de mots avec le programme Mosaïque ici, mais la marque est bien respectée. Rassurez-vous. Je n'ai pas fait le jeu de mots HY, contrairement à vous. Eh bien, fondamentalement, l'idée, slide suivant, c'est de pouvoir donner un outil, et ce n'est pas le seul, on va en publier plusieurs cette année, qui permettent au grand public de pouvoir, effectivement, dans des ateliers de 2 à 3 heures, de comprendre ce qu'est cette filière hydrogène, mais pas juste ce qu'elle est, aussi quelles sont ses ramifications sociétales dans leur ensemble, jusqu'à nos histoires de pétromasculinisme et écoféminisme, par exemple. Slide suivant. Maintenant, il y a un élément clé par rapport à tout ça qui commence à émerger, une petite musique, et rassurez-vous, c'est vraiment ma conclusion de la conclusion. J'ai 4 minutes de retard, je vais vraiment conclure en 1 minute.
On est dans une région effectivement qui a fait le buzz en 2023, pas juste un buzz national, mais un buzz mondial, avec effectivement la découverte, qu'on ne citera pas. C'est une belle découverte, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, ce qu'on entend comme petite musique, c'est « Ah ben oui, mais si l'hydrogène naturel arrive, comme il est le moins cher, et comme il est le moins intense en carbone, pourquoi investir dans l'hydrogène vert ? Pourquoi investir dans les électrolyseurs ? Pourquoi investir... Ah non, les piles à combustible, ça on va quand même en avoir besoin. Ça c'est bon, on garde. » Vous comprenez un peu l'image. Quand on a fait une conférence à Belfort, justement donc sur l'écosystème Bourgogne-Franche-Comté au mois d'octobre dernier, cette question de la compétition entre les hydrogènes bas carbone commençait à émerger, avec donc un mécanisme d'attentisme. Slide suivant. Ce mécanisme, on l'entend au Canada, et là, quand cette étude-là va être publiée, dans quelques semaines, ils ont à peu près 6 mois de retard, mais ils ont présenté les premiers travaux dans un congrès géologique américain au mois de décembre dernier. Le service géologique américain, l'équivalent du BRGM américain, s'apprête à publier cette étude sur l'hydrogène naturel dans le monde, avec un potentiel, et je dis bien potentiel, brut, vraiment beaucoup de pincettes, de 5 000 milliards de tonnes d'hydrogène. 5 000 milliards de tonnes, je vous l'ai mis sur le slide pour rigoler, c'est 52 000 ans de consommation actuelle. Si même seulement 1% de ce potentiel brut pouvait être amené au marché, effectivement, ça pourrait être la fin des énergies fossiles. Mais il ne faut pas que ce soit la fin de l'électrification et de l'hydrogène électrolytique parce qu'on a besoin de tout le monde. Slide suivant. Quels que soient les coûts, slide suivant, et quelles que soient les intensités carbone, on a besoin de tout le monde. Et slide suivant. En gros, mon message, c'est de vous dire, avec tous ces éléments-là, formation, emploi, recherche, investissement, off-take, si on remplace la crise climatique et la crise du carbone par d'autres crises, parce qu'on n'a pas une vision aussi systémique que celle que j'ai essayé de vous présenter aujourd'hui, de fait, on va dans le mur. Messieurs, dames, à vous la parole. Merci de m'avoir écouté. Nico Blugeot-Méred, toujours aussi passionnant, très documenté, merci beaucoup. On vous invitera à la table ronde tout à l'heure, si vous en êtes d'accord, pour discuter avec notre public. Merci beaucoup.